Oui, une demande de Alain Boinet. Oui, Alain Bonnet, Solidarité Internationale. Bon, nous ne sommes pas présents en Syrie, et je pense que d'autres ONG qui sont ici présentes et qui sont sur le terrain pourront témoigner, je pense, à Première Urgence notamment. Mais j'aurais plutôt quelques questions à vous poser. D'abord sur la situation économique, c'est-à-dire sur les produits quotidiens de la vie nécessaires aux populations. Quelle est la situation actuelle? Est-ce que, on l'a dit, les frontières sont ouvertes, donc est-ce que les échanges économiques de produits, de marchandises continuent d'alimenter la Syrie de manière satisfaisante? Et indépendamment de l'aspect médical, puisque le CICR, le Croissant-Rouge et j'imagine les hôpitaux syriens aussi doivent s'approvisionner autant qu'ils le peuvent à l'extérieur. Bon, là, je pense qu'il y a une action possible, en tout cas c'est la preuve, vous en êtes la preuve. Est-ce qu'il vous semble raisonnable d'imaginer qu'une aide humanitaire non médicale, donc en produits alimentaires ou d'une autre nature, pourrait rentrer sans autorisation de l'extérieur vers la Syrie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut concevoir, avec bien sûr tous les risques que cela représente pour ceux qui la mettraient en œuvre, et bien sûr dans des volumes qui pourraient être réduits et qui n'auraient pas forcément beaucoup d'impact, et pour répondre à quels besoins? C'est-à-dire, est-ce que les besoins nécessitent d'imaginer ce genre d'hypothèse ou pas du tout? Et donc, au fond, dans quel piège peut-on se trouver? Puisqu'on parle de l'espace aussi, c'est peut-être un piège, c'est-à-dire une situation d'appauvrissement ou d'extension du conflit avec une impossibilité de rentrer. Et au-delà des questions médicales, eh bien, de plus en plus de besoins qui ne seront pas satisfaits, qui pourraient conduire les gens à simplement quitter le pays ou à se serrer la ceinture de plus en plus sérieusement, quoi. Béatrice Mejvan. Certainement, la situation économique en Syrie est difficile, mais à ce stade, nous n'avons pas constaté de pénurie. Le problème est plutôt la baisse du pouvoir d'achat de bien des couches de la population syrienne. Donc la perte de revenus, les revenus qui ont beaucoup diminué, beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur business, etc. Preuve en est le fait que pour ce qui est de l'aide alimentaire, nous nous fournissons en Syrie. Donc on a 3 fournisseurs et on achète sur le marché local. Donc il n'y a pas de pénurie à ce niveau-là. Et si on va par la route de Damas à Beyrouth, on voit des longues files de camions en attente dans les deux sens. Donc le commerce continue de se faire, en tout cas avec le Liban, beaucoup moins avec la Turquie et moins quand même avec la Jordanie. Mais je le répète, le problème, c'est plutôt la macroéconomie que la microéconomie. Donc c'est toute la question de l'emploi, des revenus, du chômage qui a augmenté considérablement. Maintenant, ça répond en partie à votre question. Je ne pense pas que pour ce qui est de l'aide alimentaire et non alimentaire, les articles hygiéniques, etc., ce soit nécessaire d'introduire sans autorisation de manière clandestine à l'intérieur du pays. Maintenant, on sait qu'il y a des organisations qui le font. Il y a même des gouvernements qui encouragent à le faire. Voilà. Chacun fait comme il croit bon de devoir le faire et comme sa conscience le lui suggère. En tout cas, nous, en tant que CICR, nous travaillons en toute transparence avec les autorités, donc on ne va pas procéder de cette manière. Mais je le répète, le problème, c'est plutôt de pouvoir avoir accès aux populations dans le besoin, de pouvoir distribuer de manière indépendante, de choisir les personnes sur la base des besoins, de pouvoir monitorer les distributions, etc. Mais à ce stade, en tout cas, il n'y a pas de pénurie dans le pays. Jean-Marie Fardeau. Juste un mot sous le contrôle des experts. Il y a une inflation très importante, donc là encore, ça contribue à la baisse du pouvoir d'achat. Je crois aussi qu'on ne peut pas généraliser. Le problème, c'est aussi dans les zones où il y a les affrontements les plus violents, les villes qui sont sous le siège, où là, les coupures d'électricité, coupures d'eau, manque d'alimentation, manque d'accès aux soins, impossibilité de soigner les blessés, etc., créent des situations extrêmes quand même dans ces zones-là,
peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, les situations sont vraiment extrêmement graves et critiques, même si pendant ce temps-là, à Alep ou à Damas, les choses paraissent plus normales, entre guillemets. Donc, mais je pense qu'également, là, le côté inchiffrable qu'on a souligné du nombre de personnes qui se sont déplacées, qui sont accueillies, et donc il y a un sacrifice très important certainement de la population pour arriver à partager ce qui commence à manquer. C'est une situation qu'il est difficile de mesurer, où effectivement on n'a pas jusqu'à présent, c'était tout le débat au moment des fameux corridors humanitaires, c'est que le problème c'est pas de quelques poches qui auraient besoin d'une aide d'urgence à tel ou tel endroit, mais c'est un ensemble général de la Syrie, avec en plus des zones de combat qui évoluent, qui se déplacent, et où les situations changent d'une semaine à l'autre en fonction de l'évolution des événements. Je m'excuse juste pour préciser, le fait qu'il n'y ait pas de pénurie sur le marché interne ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens dans le besoin. C'est simplement que les marchandises sont disponibles. Et après, évidemment, il y a toutes les raisons qui ont été évoquées qui font que les gens ont faim à beaucoup d'endroits. Juste peut-être pour ajouter, faire le lien entre la situation économique Juste pour faire le lien entre la situation économique qui est mauvaise et le politique, dans le sens où, vous savez, en Syrie, une part importante de la population active est composée de ce qu'on appelle les commerçants, Damascène, Alépins et d'autres, qui, pour un certain nombre d'entre eux, constituent, je dirais, une part importante des indécis. On n'en parle pas beaucoup en Syrie. On a l'habitude de décrire évidemment le conflit entre les deux protagonistes, entre les pros et les anti-Bachar, mais je pense qu'il y a aussi une part importante des indécis, et composée en partie de ces commerçants, Damascène, Alépins et d'autres. Et ces gens-là, je pense, sont dans une stratégie encore, enfin, en tout cas un grand nombre. Certains sont partis à l'étranger, certains financent l'opposition, mais dans une assez grande majorité quand même, ces gens-là sont dans une stratégie attentiste, c'est-à-dire ils n'aiment pas forcément le régime, mais ils ont peur du chaos qui pourrait lui succéder. L'opposition nous dit depuis longtemps, nous disait l'an dernier, mais vous allez voir, il y a de plus en plus de businessmen qui prennent leur distance, etc., etc. Bon, il y a eu des businessmen qui ont pris leur distance avec le régime. Cela étant, au jour d'aujourd'hui, cette classe des businessmen, enfin, en tout cas une partie importante, est encore derrière le régime, en tout cas je dirais par défaut. Et même si je pense qu'à moyen terme, le mouvement va se faire plus vers un désengagement par rapport à un régime qui n'a plus d'avenir politique, que plutôt par un réengagement aux côtés de ce régime. Mais ça, c'est un des éléments dont on ne parle pas assez, toute cette masse, tout ce marais, peut-être cette majorité silencieuse dont font partie les businessmen syriens qui se disent, bon, c'est pas bien sous Bachar, mais qu'est-ce qu'on aura après ? Merci. Alors, on entre dans la dernière demi-heure de notre débat. J'aimerais qu'on comprenne 3 questions, en fait. La première question, c'est comment, dans les semaines ou les mois à venir, pensez-vous qu'on peut améliorer l'accès aux populations, l'accès aux victimes, concurremment, évidemment, peut-être à la diplomatie. Le deuxième point, c'est la protection aussi des personnels humanitaires. Je pense notamment aux médecins dans les hôpitaux. On a vu des communiqués de Médecins sans frontières à ce sujet. On a eu le témoignage aussi du docteur Berès il y a quelque temps. Et puis le troisième point, ça sera effectivement, on reviendra aux droits de l'homme, c'est les personnes détenues, tout ce que Jean-Marie évoquait tout à l'heure. Donc le premier point peut-être avec vous, Béatrice, comment aller vers plus d'accès aux populations dans les semaines et les mois à venir. Je n'ai pas une recette toute prête. Je crois que, en tout cas en ce qui concerne le CICR, on va continuer, comme on a fait jusqu'à présent, de grignoter petit à petit l'espace humanitaire qu'on a pu acquérir, le garder. C'est déjà important de pouvoir garder les acquis. Et ce n'est pas quelque chose d'acquis, justement. La situation sur le terrain devient très dangereuse. On ne peut pas exclure à un moment donné de se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. On ne peut pas exclure non plus que les humanitaires deviennent des cibles, plus encore qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent.
En tout cas, le SARC, le Croissant Rouge syrien, l'a été. Mais il se pourrait qu'au fur et à mesure que la situation se complexifie et qu'elle se radicalise sur le plan militaire, que les organisations humanitaires deviennent un enjeu, deviennent une cible potentielle. Et puis, voilà, évidemment, continuer à soutenir la seule lueur d'espoir que représente le plan de Kofi Annan, qui est certainement très fragilisé aujourd'hui, mais auquel il n'y a pas d'alternative viable à ce stade, et donc espérer qu'à travers ce plan, la mise en œuvre du plan, on puisse arriver à élargir cet espace humanitaire à d'autres organisations, comme on le disait tout à l'heure. Et côté CICR, on a remarqué, les observateurs ont remarqué quand même un engagement quasi diplomatique du CICR sur ce volet syrien, notamment au moment où les journalistes étaient pris au piège de Homs. On a vu le CICR faire des déclarations, en même temps mener évidemment un dialogue assez musclé avec le régime. Est-ce que ça continue? Est-ce que ce type d'attitude du CICR vis-à-vis du régime continue pour l'accès à un plus large population? Certainement. C'était, je dirais, plutôt exceptionnel d'entendre et de voir le CICR sur le devant de la scène médiatique. Maintenant, on est revenu à un mode plus traditionnel, je dirais. Peut-être qu'il y aura des situations dans lesquelles on devra de nouveau se prononcer de manière forte sur le plan public, mais le travail bilatéral, le travail confidentiel, le travail de fond que le CICR fait, il continue de le faire au quotidien, et je dirais qu'il est plus important que jamais. Simplement, voilà, vous ne le voyez pas, mais il est bien là. Et on n'en parle pas, mais je peux vous assurer que c'est une préoccupation quotidienne qui occupe nos délégués sur le terrain à plein temps, et même plus qu'à plein temps. Et sur la protection des personnels humanitaires, là, on constate un phénomène qui est une tendance lourde aujourd'hui dans tous les pays, de dégradation en fait du statut de l'humanitaire. Je crois oui, qu'il y a certainement. Le CICR a été frappé très durement récemment avec la mort l'exécution par décapitation d'un délégué au Pakistan qui avait été enlevé pendant 4 mois. On a actuellement un autre délégué français qui est enlevé au Yémen depuis 1 mois. On est certainement dans une phase extrêmement délicate, extrêmement difficile, où la multiplication des acteurs sur le terrain, et la Syrie en est un bon exemple, la radicalisation de ces mêmes acteurs fait que voilà, il n'y a plus vraiment, on ne peut plus se dire à l'abri nulle part, et on ne peut pas exclure dans des contextes extrêmement tendus comme le Yémen ou la Syrie, on ne peut pas exclure en tant qu'humanitaire d'être pris à partie.